Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Glenda Quinty, je suis à la tête du Global Deal qui a été créé en 2019 par l'OCDE et l'OIT en tant que partenariat multipartite entre les gouvernements, les entreprises, les organisations d'employeurs, les syndicats et aussi des organisations de société civile pour promouvoir, avec comme but de voir le rôle du dialogue social pour promouvoir le travail décent et une croissance inclusive. Aujourd'hui, on a 146 partenaires, justement parmi ces différentes organisations. Donc, on a des gouvernements, des entreprises, des syndicats et Vous n'avez d'autres pas de sous à représentants. venir avec moi, Jacques, à la limite, hein. Venez à côté ici. Représentants de la société civile. Je vous prie, si vous pouvez, de rester en mute si vous ne prenez pas la parole. Donc, le Global Deal a plusieurs buts. Donc, le premier, c'est effectivement de partager des connaissances et de faciliter des discussions entre les différentes parties prenantes et les acteurs principaux du dialogue social sur des politiques publiques, mais aussi des stratégies, par exemple, d'entreprise ou de représentants syndicaux de renforcer aussi la capacité des partenaires sociaux à s'engager dans le dialogue. Donc, on a fait plusieurs initiatives de capacity building, comme des cours, par exemple, sur la résolution des conflits, des cours, par exemple, sur les différentes SDG. Etc., qui sont visés vraiment aux partenaires du Global Deal ou aussi des pays avec lesquels on entame des projets. Donc aussi, on fait des recherches sur des thématiques clés du marché du travail, comme par exemple l'application de l'intelligence artificielle dans le travail ou par exemple la transformation verte, l'informalité et tout ça. Donc chaque année à l'automne, donc l'année dernière aussi, on a commencé, on a lancé une série de webinaires sur des sujets d'actualité sur des sujets qui sont soit d'actualité, soit des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Donc aujourd'hui, on veut attirer l'attention sur l'importance du dialogue social pour un développement économiquement et socialement responsable dans le contexte des Jeux olympiques. C'est aussi un thème qu'on va reprendre dans notre rapport phare qui sortira le 25 novembre prochain. Donc là, il y aura des cas de bonnes pratiques. Une de ces bonnes pratiques est celle dont on va parler aujourd'hui. En effet, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques présente des opportunités, aussi des défis pour les pays et pour les partenaires sociaux. Et aussi à échelle locale, évidemment. Et les partenaires sociaux jouent un rôle fondamental pour promouvoir un changement social bénéfique et des résultats, disons, économiques, un retour économique qui soit partagé parmi tous les différents acteurs pendant les Jeux. Donc, les travailleurs sont à la clé du succès de l'organisation de ces grands événements sportifs de grande envergure et leurs droits doivent être protégés, en particulier pour les groupes qui sont plus vulnérables. Pendant ce webinaire, nous allons discuter de comment les JO, au-delà du monde sportif, ont pu promouvoir un développement économique et social durable grâce justement à cette initiative pendant les Jeux de Paris 2024 de la Charte sociale. Aussi, on va avoir notre intervenant du OIT qui va nous expliquer aussi comment l'OIT a pu soutenir aussi cette initiative. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez tous la possibilité de poser des questions et de prendre la parole. Donc, vous pouvez le faire en levant votre main virtuelle ou sinon en posant des questions dans le chat. On aura un temps pour les questions
après avoir entendu les propos de nos intervenants. Mais le chat est déjà ouvert maintenant, donc vous pouvez déjà poser des questions et l'équipe du Global Deal va surveiller la chat et va passer les questions donc, vers la fin. Est-ce que Dominique a pu nous rejoindre? Oui, oui. D'accord, parfait Dominique, Merci, désolée. merci à Bernard de m'avoir renvoyé le lien. Merci beaucoup. Alors, donc, justement, je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Donc, je commence justement par Dominique Carlac, qui est une ancienne athlète, diplômée de Sciences Po Grenoble et de l'HEC. Et Dominique Carlac est aussi présidente de sa propre entreprise, des consultants, une entreprise de conseil et d'innovation. Elle est également présidente du comité sport du MEDEF et elle a fondé le réseau femmes du MEDEF. Ayant activement participé au soutien de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024 par les milieux économiques, elle est depuis 2018 coprésidente du comité de suivi de la charte sociale des Jeux de Paris. Donc, coprésident justement avec Bernard Thibault. Donc, c'est lui que j'ai introduit maintenant. Alors, Bernard, dès 1976, il avait juste 18 ans. Il a adhéré à la Confédération générale du travail, la CGT, après avoir effectué un apprentissage de mécanicien au sein de la SNCF. Il devient ensuite président secrétaire du syndicat de son dépôt avant d'être élu secrétaire des cheminots CGT Paris-Est en 82 et puis secrétaire général de la CGT des cheminots en 83. Et après, il est passé au bureau national. Il devient secrétaire de la CGT une première fois en 99, mais après, il a été réélu plusieurs fois en 2003, en 2006, en 2009. Et il a été après représentant des salariés français au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail jusqu'à 2021. Et comme je l'ai dit pour Dominique, Bernard, depuis 2018, est aussi coprésident avec Dominique du comité de suivi de la charte sociale. Donc, Bernard vient aussi d'écrire un livre sur le thème des Jeux dans les coulisses des GE. Et donc, voilà, on a hâte d'entendre des deux, Dominique et Bernard, tous les, disons, le processus de développement de la charte sociale, mais aussi les défis et les résultats. On a aussi avec nous Cyril, comme je le disais au départ, c'est Cyril Combe de l'Organisation internationale du travail. Comme je le disais au départ, en effet, l'OIT a été très central disons, en soutenant le rôle du dialogue social pour les Jeux. Cyril Combe est un ancien élève de l'ENA, diplômé de l'IEP de Paris, rentré au ministère du Travail en 97. En 2000, il a rejoint le secrétariat général aux affaires européennes en qualité du chef du secteur, travail, emploi, social et culture. Il a fait un passage au cabinet du ministre du Travail. En 2004, il est conseiller pour les affaires sociales, puis chef du service de l'emploi, affaires sociales et santé à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. En 2009, il devient conseiller pour les affaires sociales auprès de l'ambassade de France de Washington. Et en 2012, il reprend ses fonctions au sein des ministères sociaux en qualité de délégué aux affaires européennes et internationales. Et maintenant, depuis 2014, il prend ses fonctions comme directeur du bureau de l'OIT ici en France, donc à Paris. Pour commencer notre discussion, j'ai une première question. Alors déjà, merci d'être parmi nous comme vraiment intervenant d'exception, des protagonistes de cette charte sociale. Donc une première question pour Bernard. Est-ce que vous pourriez nous parler des origines de la charte sociale et du rôle des syndicats français dans la rédaction, la préparation de cette charte sociale qui d'ailleurs compte 16 engagements. Donc, est-ce qu'il y a des engagements qui vous tiennent plus à cœur?
Bonjour, vous me recevez convenablement? Très bien. Bonjour à tous. Merci tout d'abord, Glenda, d'avoir pris cette initiative de s'intéresser un peu plus avant sur la charte sociale des JO. Nous sommes assez fiers, on va sans doute en reparler un peu plus dans le détail, mais assez fiers de cet exercice, de cette innovation, puisque c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'ils ont été organisés, entre autres, autour de ces objectifs sociaux. Et pour répondre à votre question, ce sont les syndicats français qui sont à l'origine de cette démarche dès la phase de candidature de Paris 2024, c'est-à-dire qu'on remonte là aux années 2015, en discutant avec les pouvoirs publics, en discutant avec ceux qui étaient désignés pour construire le dossier de candidature de Paris. Les syndicats français avaient à cœur d'introduire des objectifs sociaux. C'était aussi une des conséquences d'une réputation assez critiquée, je dirais, dans l'organisation des Jeux Olympiques ou des grands événements sportifs. Et depuis, d'ailleurs, il y a plusieurs séquences, je pense à la Coupe du Monde de foot organisée au Qatar, de grands événements sportifs qui n'avaient pas montré un grand intérêt à la dimension sociale dans la préparation de leurs événements. Il était donc pour nous important, des Jeux se situant en France. La France a une réputation en matière sociale qui reste d'une forte renommée, je dirais. Il ne s'agit pas d'un modèle. Il est d'ailleurs controversé. Il est objet d'âpres batailles avec des représentants politiques, parfois avec les employeurs également. Mais il demeure que, à l'échelle internationale, la France est encore dans le haut du classement, je dirais, des standards sociaux. Et il était pour nous très important que les Jeux olympiques ne soient pas une occasion de mettre en quelque sorte entre parenthèses l'ensemble de ces acquis sociaux. Et puis l'autre aspect, c'était de faire en sorte que des Jeux soient bénéfiques pour la population qui les accueille. Et ça aussi, les expériences n'ont pas toujours démontré que ça avait été le cas, et notamment sur la dimension sociale. Autrement dit, les opportunités en matière d'emploi, les opportunités permettant d'accéder à des formations et à de l'emploi pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi, des chômeurs en particulier, le respect des normes internationales du travail. On sait que ce genre d'événement, parfois, obtient un peu des parenthèses dans l'application du droit. Il était donc pour nous très important, ce qu'on a matérialisé au travers de ces 16 engagements, je crois que chacun des participants a reçu le document, qui avait vocation, enfin qui a vocation, parce qu'il est encore pertinent, à couvrir les trois phases des Jeux Olympiques, leur préparation, leur déroulement et l'après-Jeux Olympiques. On en reparlera peut-être, notamment sur la pérennité des emplois. Et donc, cet engagement a fait partie du dossier de candidature, a fait partie de l'identité des Jeux à Paris, au-delà des autres caractéristiques, des engagements sur l'environnement, des engagements sur la mixité, différents engagements qui caractérisaient l'organisation des Jeux à Paris. Et alors naturellement, un choix parmi les 16 engagements, c'est très délicat parce que ça forme un tout, mais je crois que au final, on y reviendra aussi. Je pense que globalement, on a atteint nos objectifs et chacun a pu s'apercevoir qu'il n'y avait pas eu non seulement de dysfonctionnement, mais y compris en interne, plutôt une grande satisfaction des conditions, y compris sociales, dans lesquelles ça s'était déroulé. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir mis l'accent justement sur le fait que c'est quand même une innovation, que c'est une première fois qu'on le voit et déjà on a vu des résultats très, très positifs aussi. Euh, Peut-être, donc comme je le disais dans l'introduction, vous et Dominique, vous êtes les deux coprésidents du comité de suivi. Quel est le rôle de ce comité de suivi? Quelle est la vocation du comité de suivi pour la charte sociale? Alors, nous ne voulions surtout pas l'élaboration, voire l'adhésion à un texte uniquement de principe ou d'affichage. D'ailleurs, d'aucuns, au départ de ce processus, avaient considéré qu'on était davantage sur une opération de communication pour faire bonne figure. La France avait retenu un texte en termes d'orientation. Donc, pour vérifier qu'il n'en était rien et que pour nous, il s'agissait bien d'atteindre des objectifs concrets, nous avons constitué un comité qui est composé donc paritairement des organisations patronales et des organisations syndicales signataires de cette charte. Nous avons constitué un comité qui s'est réuni très régulièrement, qui continue d'ailleurs de travailler,
très régulièrement poursuivent la mise en œuvre des objectifs et l'adoption de dispositions particulières permettant d'atteindre les objectifs. On évoquera peut-être, parce que je crois que ça fait partie des résultats les plus spectaculaires, la manière dont on a organisé les chantiers sur les travaux des Jeux Olympiques qui ont été nécessaires. On n'a certes pas eu une immensité de travaux, contrairement à d'autres capitales qui ont organisé les Jeux, mais il y a quand même eu un peu plus de 30 000 ouvriers qui ont travaillé durant plusieurs années sur les chantiers. On a eu une conduite assez exemplaire en matière de prévention pour la sécurité, pour éviter les accidents de travail, et le bilan est plus que positif comparé à ce qui se passe dans le reste du pays. On a de ce point de vue-là des statistiques qui ne sont pas très flatteuses. On a beaucoup d'accidents et d'accidents mortels dans le secteur du bâtiment. Eh bien, dans les chantiers des Jeux Olympiques, on a eu 4 fois moins d'accidents du travail que la moyenne nationale en France. Et parce qu'on a pris des dispositions, reconnaissant aux syndicats un rôle accru pour agir sur la prévention, mais aussi sur le contrôle. On a eu une contribution des pouvoirs publics avec une présence accrue, là aussi, des services de l'inspection du travail pour vérifier que les entreprises se conformaient aux textes en matière de sécurité du personnel et faisaient travailler leurs équipes conformément à la réglementation en matière de sécurité. Bref, notre comité a été un comité à la fois de veille, de vigilance, mais aussi d'interpellation, puisque nous avons dans le même temps obtenu de pouvoir siéger dans les 2 conseils d'administration qui organisaient les Jeux Olympiques, le conseil de la Solidéo qui, lui, s'occupait des chantiers, et le comité d'organisation des Jeux. Et là aussi, c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire des Jeux Olympiques, que les syndicats et les organisations d'employeurs du pays organisateur siègent au conseil d'administration et participent aux délibérations et aux prises de décision concernant la préparation des Jeux. Merci, merci, très impressionnant. Merci beaucoup à Bernard. Je passe maintenant à Dominique. Donc, pourriez-vous nous éclairer sur le rôle de votre côté des organisations des employeurs et comment ils ont soutenu l'élaboration et la mise en œuvre de la charte sociale? Oui, on n'a pas le son, Dominique. Pardonnez-moi, vous m'entendez là cette fois-ci? Oui, oui, tout va Oui, bien. donc de manière parallèle, mais décalée, puisque Bernard, mon coprésident, a rappelé que c'était une initiative des syndicats. Nous avons souhaité embarquer dans cette aventure olympique pour des raisons économiques et sociales. Et c'est vrai qu'on doit vraiment rappeler que c'est une première, que c'est une innovation, que c'est vraiment la première fois qu'une gouvernance partagée entre pouvoir institutionnel, monde sportif et monde économique et social a existé dans un grand événement sportif international. Et effectivement, ça n'était pas qu'un bout de papier, parce qu'effectivement, ça pouvait être un objet qui permettait d'être retenu dans la candidature des Jeux Olympiques, mais ensuite qui pouvait ne pas vivre. Et donc, notre objectif, c'était de la faire vivre, cette charte sociale, à travers la mise en place du comité. Donc, à titre tout à fait d'anecdote, moi, quand on m'a demandé en 2014, il y a 10 ans, de prendre la présidence du comité sport du MEDEF, que vous avez rappelé, faisant partie des mandats que j'occupe. En fait, moi, j'ai accepté ce mandat à une seule condition, c'est que le monde économique, le monde des employeurs, le monde patronal soutiennent la candidature des Jeux Olympiques de Paris, parce que je jugeais, et vous l'avez également rappelé que j'ai été sportive de haut niveau, que en fait le sport, j'avais la certitude que le sport, en fait, à un moment donné, dans les compétitions internationales, ça n'est pas que du sport. Le sport, c'est un modèle social, c'est un modèle économique, et c'est aussi quelque chose qui doit faire rayonner notre pays dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, sociétales. Et ça, c'était vraiment une conviction que j'ai réussi à partager avec mon organisation patronale MEDEF, et qu'ensuite on a réussi à partager avec les autres organisations patronales, donc CPME et UDP, parce que ça contribue au rayonnement économique du pays, et que les premières retombées économiques le confirment, et que c'est une opportunité pour notre pays de soutenir cela. Alors, 2 démarches finalement convergentes du monde économique et social, qui est d'un côté l'exemplarité souhaitée par les syndicats de salariés qui l'avaient initié, et nous, le souhait que derrière cette exemplarité, il y a un modèle économique qui est le modèle du travail des entreprises qui travaillent sur notre territoire. Et ce faisant, quand on converge,
La charte sociale, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de dialogue social qui a permis de rénover et d'intensifier le dialogue social et surtout la puissance et l'impact du dialogue social. Dans un moment, que ce soit pour le pays ou sur la planète, où là, nous avons démontré qu'on pouvait travailler efficacement pour la société dans son ensemble et que ce n'était pas qu'une déclaration d'intention non suivie des faits, parce que nous sommes revenus ensemble avec Bernard de Lima en septembre 2017 et nous tenons en octobre 2024 cette conférence aujourd'hui. Donc, on avait de la suite dans les idées et ça n'a pas été une vision de court terme, ça a été vraiment une vision de long terme, de visibilité et qui a, de notre fenêtre, compte tenu de l'intuition, de la vision qu'on avait, mais aussi des résultats que l'on obtient, qui doit nécessairement, selon nous, pour la réussite des prochains grands événements sportifs internationaux, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger, qui doit être dupliqué. Parce que c'est une vraie réussite et encore une fois, cette notion de long terme, c'est rare qu'on puisse l'avoir autant dans différentes sphères. Merci, merci Dominique. Est-ce qu'il y a, je sais, il y en a 16 engagements, on ne va pas les rappeler, les participants reçus, le mettra dans la chat, la liste de ces engagements, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui pour vous sont particulièrement importants, qui vous tiennent au cœur parce que vous avez peut-être beaucoup travaillé pour arriver à ces engagements en particulier ou... C'est sûr, c'est sûr. Alors, Bernard a tout à l'heure rappelé que l'accidentologie avait été diminuée par 4, donc c'est quand même très important d'avoir 30 000 ouvriers qui travaillent sur ces chantiers depuis 2018 et que finalement, même s'il y a eu 182 accidents et qu'il faut toujours déplorer ces accidents, il y en a eu 30 graves, mais il n'y a eu surtout aucun accident mortel. Et effectivement, sur les grands chantiers de ce genre d'événements, malheureusement, des ouvriers qui tombent d'échafaudage en bambou, ça existe à travers la planète. Donc, on peut être fier de ce résultat. Mais après, il y avait des objectifs aussi d'insertion où on devait réserver 10% des heures de travail à des publics éloignés de l'emploi qu'on est allé chercher pour des professions qui étaient en tension, notamment la sécurité privée. Et on devait avoir 2,4 millions d'heures. Et au final, c'est 3 millions d'heures qui ont été occupées par des personnels éloignés de l'emploi. Et enfin, si je prends vraiment ma casquette exclusivement, je dirais, économique et entrepreneuriale, on a eu 782 millions de marchés, donc 35% des marchés qui ont été engagés auprès de PME et en particulier auprès de 2576 PME, alors que l'objectif initial était de 25%. Donc, on a vraiment, si on regarde purement l'objectif économique, on est à 35% de PME, TPE dans les marchés publics des Jeux Olympiques, alors qu'on avait un objectif à 25%. Ça, c'est un vrai motif de fierté, avec un engouement également des entreprises françaises, puisque nous avons mis en place une plateforme qui avait vocation à donner de l'information économique sur ce qu'étaient les Jeux Olympiques, ce qu'étaient les chantiers, les opportunités qui y étaient associées. Et cette plateforme Entreprise 2024 que nous avons financée avec le MEDEF, il y a 20 000 entreprises qui sont inscrites. Donc ça aussi, ça fait partie de l'acquis et de l'héritage, c'est-à-dire qu'elles sont allées dans des diversifications de marché, dans des opportunités de marché qu'elles n'auraient pas eues s'il n'y avait pas eu cette charte sociale. Merci, merci Dominique, très impressionnant. Je passe maintenant à Cyril Combe. Donc Cyril, comme je le disais dans l'introduction, donc l'OIT a accompagné ces mandats français. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de comment vous avez pu faire ça et aussi, voilà, peut-être nous éclairer nos participants un peu sur le concept de travail décent et le rôle du dialogue social qui après a été effectivement incarné par cette charte sociale. Merci. Merci beaucoup Glenda et merci pour organiser ce webinaire. Alors, on a eu avec Dominique et Bernard finalement une application très très concrète de ce qu'est effectivement le travail décent et la promotion du dialogue social. Alors, sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce concept de travail décent, je dirais que le travail décent, pour résumer, c'est ce qui caractérise
l'action que déploie l'Organisation internationale du travail partout dans le monde sur la base de son mandat, qui est un mandat qui a été défini il y a maintenant très longtemps, en 1919, un mandat de promotion de la justice sociale dans le monde et de la justice sociale par le travail. Ce travail décent, il se déploie à travers les normes de l'OIT. L'organisation est une organisation normative qui a été créée pour élaborer et contrôler l'application de normes internationales du travail. Mais c'est aussi quelque chose qui est déployé au travers de nombreux projets d'assistance technique de l'organisation auprès de ses mandants, et puis aussi d'une fonction importante de recherche de connaissances. Donc, pour caractériser en 2 mots ce que c'est que le travail décent, je dirais que c'est à la fois une vision du travail et d'un travail qui s'accompagne de droits du travail et qui s'inscrivent dans une certaine conception des femmes et des hommes qui travaillent, de leur dignité, du travail qui ne se réduit pas à une marchandise, selon les termes d'un texte célèbre, la Déclaration de Philadelphie, qui a été adoptée en 1944 et qui figure aujourd'hui dans les textes fondateurs de l'OIT. Et puis, je rebondis sur ce qu'a dit Dominique à l'instant, le travail décent, c'est aussi une certaine vision de l'articulation de l'économique et du social. Les deux devant aller de pair et les deux ne s'opposant pas, bien au contraire, les deux se renforçant mutuellement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner parce que aujourd'hui, de plus en plus, et y compris dans les programmes d'aide au développement qu'on développe dans le monde, on voit bien que l'emploi, la protection sociale, la formation, les compétences, ce sont des facteurs de développement et d'un développement durable. Et qu'est-ce qui tient tout ça, cette vision du travail et cette vision de l'articulation de l'économique et du social? Eh bien, c'est précisément le dialogue social, c'est-à-dire le dialogue et la négociation entre des acteurs représentatifs du monde du travail. Et c'est pas un hasard, finalement, si l'OIT s'est retrouvé à l'invitation, d'ailleurs, de nos mandants, du MEDEF et des organisations syndicales impliquées dans cette aventure de la charte sociale. C'est qu'il y a finalement, et là aussi Bernard et Dominique l'ont dit, il y a une grande parenté dans les valeurs et les principes qui animent l'idéal olympique d'une certaine façon et ceux qui animent une organisation comme l'OIT. Et d'ailleurs, l'OIT a été créée en 1919 pour contribuer à la paix, pas de paix durable sans justice sociale, selon les termes de notre Constitution. Et l'appel du baron Pierre de Coubertin, quelques années auparavant, une vingtaine d'années auparavant, c'était aussi une aspiration à la paix, à la fraternité, par ce qui rapproche les peuples et un certain nombre de valeurs. Donc on s'est retrouvé embarqué dans cette aventure, d'abord, je crois, comme une source d'inspiration sur les normes qui pouvaient justement soutenir des engagements des partenaires sociaux français pour des jeux économiquement et socialement exemplaires, mais qui pouvaient aussi, de par les références aux principes de l'OIT, avoir une portée plus universelle. Et c'est aussi une aventure qui a permis d'articuler quelque chose qui, évidemment, pour une zone comme l'OIT, mais pas uniquement pour l'OIT, qui est une dimension d'articuler, comme on l'a dit, l'économique et le social, considérant qu'aujourd'hui, organiser un grand événement sportif comme les Jeux olympiques, c'est une opportunité formidable de développement pour les populations qui habitent les territoires où se déroulent les Jeux, mais aussi une opportunité de développer des modèles économiques socialement exemplaires au travers du travail des hommes. Et puis, il y a une dernière dimension aussi qui est importante pour l'OIT et qui, là aussi, s'est retrouvée dans, je dirais, le cahier des charges de cette charte sociale Paris 2024, c'est aussi l'idée que les sportifs, qui sont quand même aux premières loges, si je puis dire, dans un événement de cette nature, ce sont aussi des travailleurs, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent et qui, des femmes et des hommes qui travaillent et qui, de par ce fait, ont aussi un certain nombre de droits. Et je pense que ça résonne beaucoup aujourd'hui dans le monde sportif à travers les questions de non-discrimination, d'égalité de traitement, de promotion de conditions de travail saines.
de répondre à un certain nombre d'aspirations de sportifs qui trouvent aussi un écho à l'OIT. Donc voilà, tout ça formait un ensemble, je crois, assez cohérent pour justifier que l'OIT ait pu contribuer modestement, mais contribuer à cette aventure et qu'aujourd'hui, on se retrouve parmi ceux qui souhaitent que cette belle expérience puisse être un précédent utile pour l'avenir. Merci Cyril, merci beaucoup. Je reviens maintenant à Dominique. Donc Dominique, vous me disiez avant que vous avez déjà fait un petit rappel des résultats d'une certaine façon de la charte sociale, donc réduction d'accidents, heures travaillées de groupes éloignés de l'emploi, au-delà de ce qui était l'objectif, aussi le pourcentage de PME aussi au-delà des objectifs. Et donc, peut-être comment, la question pourrait être, voilà, comment vous avez pu atteindre ces objectifs? Quels ont été les mécanismes? Par exemple, vous évoquiez le fait que vous avez utilisé, enfin, vous avez pu faire recours aux groupes éloignés de l'emploi, surtout dans des professions en tension. Donc, j'imagine que ça a eu des implications aussi pour la formation. Donc là, je me demande justement comment vous avez pu atteindre ces objectifs et comment vous avez collaboré avec les autres partenaires de l'achat social pour les atteindre. Ah, vous êtes en mute, Dominique. Pardonnez-moi, je ne veux pas déranger quand Pas de souci. C'est Euh, bon maintenant. je disais, c'est vraiment une excellente question parce que à l'heure où on est entré maintenant dans cette phase d'héritage, nous avons eu la joie d'apprendre la semaine dernière que dans la phase d'héritage sera intégrée une phase d'héritage méthodologique. Et la question que vous posez renvoie à la méthodologie de travail qui a permis d'atteindre les résultats que nous avons obtenus. Ça n'est pas arrivé juste avec la bonne volonté ou juste avec l'esprit de la loi ou l'esprit de la charte. Il y a vraiment eu une méthode de travail. Alors, la méthode de travail, on l'a rappelé tout à l'heure et Bernard l'a rappelé en introduction, c'est d'abord des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire que nous avions un rendez-vous tous les mois avec les 8 organisations patronales et syndicales pour pouvoir rendre compte du travail de terrain qui s'effectuait ou qui ne s'effectuait pas entre nous, mais ça, on était plutôt serein, mais avec les parties prenantes des partenaires qui construisaient les jeux, que ce soit les entreprises, mais aussi les maîtres d'ouvrage, mais aussi les pouvoirs institutionnels. Donc, ce rendez-vous régulier, qui est en gros une intensification du dialogue social, permet de ne pas se dire qu'on est en gestionnaire de crise, mais qu'on simplement, on gère des responsabilités, chacun dans notre partie. Le deuxième élément de méthode, outre ces rendez-vous réguliers et fréquents, c'est un tableau de bord qui assez rapidement a été demandé par la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et qui nous a permis d'avoir un rendez-vous régulier, cette fois dans les instances auxquelles nous participions, à savoir, comme l'a rappelé Bernard, le conseil d'administration de la Solidéo et le conseil d'administration du COJO, où faisait partie du reporting et du conseil d'administration le reporting sur ces sujets-là. Donc, quand vous êtes attendu sur des tableaux de bord, ça n'est plus une déclaration d'intention, c'est qu'on va regarder vraiment les chiffres, les histogrammes, la progression et comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pour ça, à l'arrivée, je pense qu'on dépasse les objectifs. Et puis, troisième élément de méthode que vous avez introduit dans votre question, c'est la question de la formation, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez chercher des publics éloignés de l'emploi, vous arrivez à résoudre quelque chose qui est l'événement sportif lui-même, mais finalement, vous arrivez à résoudre aussi des choses qui sont plus largement, malheureusement, partagées dans la société, dans le marché du travail, qui est des métiers en tension où les employeurs ne trouvent pas à recruter et les personnes éloignées de l'emploi ne trouvent pas à être employées. Là, vous vous dites, à un moment donné, on se retrousse les manches et on prend toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, puisqu'on a travaillé beaucoup aussi avec les pouvoirs publics, pour se dire, il faut qu'on les forme.
il faut qu'on les forme parce que là, on ne pourra pas se louper. Le jour où il y aura la finale du 100 mètres masculin ou féminin, tel jour, telle heure, telle minute, il faudra vraiment que ça ait lieu, que les gens soient assis dans les tribunes, que les participants et les athlètes soient là et qu'on ait toute l'infrastructure autour de restauration, de sécurité privée, de tout ce que vous voulez comme métier pour pouvoir accueillir dignement ces Jeux. Et donc, cette formation, elle a permis de rentrer des gens qui étaient éloignés, des gens qui ont trouvé une voie et des employeurs qui n'arrivaient pas à recruter. Et ça, c'est un héritage très important parce que ces métiers qui étaient en tension, grâce aux Jeux Olympiques, eh bien, il y a tout un pan de salariés qui, certes, ont travaillé pour de l'événementiel, donc on pourrait se dire que leur emploi disparaît après l'événement, mais en réalité, certains de ces emplois vont être conservés. Il y a eu quand même 188 000 emplois mobilisés pour ces Jeux. Ben, certains vont rester parce que on est allé sur des métiers en tension qui vont servir maintenant pour des chantiers complètement conventionnels qui ne sont pas les Jeux Olympiques. Merci, absolument. Et déjà, la formation de ces gens éloignés de l'emploi lui permet de trouver, si ce n'est pas un emploi désormais dans le contexte des Jeux, mais d'autres emplois. Donc, c'est un héritage certainement très important. Bernard, vous partagez cette vision en termes des méthodes que vous avez employées. Peut-être vous pouvez vous concentrer un peu plus sur les acquis en termes de conditions de travail et comment vous avez atteint ça. Oui, ce sera en complément de ce qu'a dit Dominique. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que dans nos moyens d'intervention, notre présence au sein des conseils d'administration nous permettait aussi d'intervenir sur les choix faits par le comité d'organisation pour préparer les Jeux. Deux, trois exemples. Nous avons par exemple participé à la définition de la politique des achats. Et dans cette politique des achats, dit responsable, nous avons veillé à ce que dans les critères qui soient retenus dans les appels d'offres auprès des entreprises chargées de fournir les biens nécessaires à l'organisation des Jeux, on achète auprès d'entreprises s'engageant à respecter les normes internationales du travail. Ça peut apparaître tout à fait normal ou bénin, ça n'est pas forcément automatique. Donc là, il y a eu des dispositifs très précis et très serrés amenant les entreprises à donner des gages en matière de fourniture de produits. Pareil pour les heures d'insertion. Un des moyens, une des méthodes qui a été retenue, c'est de faire en sorte que toute entreprise qui obtenait un marché auprès du comité d'organisation s'engageait à ce qu'un pourcentage de sa main-d'œuvre soit issu de publics éloignés de l'emploi, avec des accompagnements des différents services de formation et des pouvoirs publics. Et donc, chaque entreprise ayant un marché se devait de respecter un pourcentage de sa main-d'œuvre issue du public éloigné de l'emploi. Donc, c'était des dispositions en même temps très précises, parce que sinon, ça serait resté des intentions et on aurait attendu la fin des Jeux pour faire un bilan chiffré, mais en se reposant uniquement sur une bonne volonté affichée, ça n'aurait sans doute pas suffi. Il a fallu donc se donner des objectifs précis. Pareil sur les volontaires. Je crois que la présence des volontaires a été appréciée durant les Jeux à Paris, leur enthousiasme, leur mobilisation, leur efficacité. Et bien, nous avons contribué à élaborer un texte sur les conditions d'utilisation des volontaires. Là aussi, ça peut apparaître surprenant. Il y a beaucoup de bénévoles en France dans différents domaines. Il y a des millions de personnes qui sont bénévoles. Mais de manière un peu surprenante, il n'y avait aucun texte jusqu'à présent qui encadrait le travail de ces bénévoles. Et bien là, dans un dialogue avec le comité d'organisation, nous avons défini les conditions d'utilisation de ces bénévoles, notamment sur les heures, les indemnités repas, enfin, la prise en charge matérielle sur certains aspects. Et, d'après les enquêtes qui ont été faites auprès d'eux, 96% des bénévoles ont été satisfaits des conditions de leur engagement dans les Jeux Olympiques. C'est aussi un motif de satisfaction. Enfin, pour les chantiers, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai qu'on a pris là aussi des dispositions très pratiques, des permanences sur les chantiers, des visites de chantiers impromptues. Alors, il faut dire les choses de manière tout à fait transparente. Certaines entreprises ont joué le jeu, d'autres se sont fait un peu tirer l'oreille. Certaines ne comprenaient pas trop
que l'on vienne surveiller la manière dont elles travaillaient. Or, je l'ai évoqué rapidement, le secteur du bâtiment, pour nous, est un secteur à fort taux d'accidentologie et d'accidentologie mortelle. Et il était essentiel pour des chantiers qui réunissaient des dizaines de milliers de personnes, d'entreprises différentes, de veiller à une cohérence dans les mesures de sécurité. Il y a eu, par exemple, des sessions d'accueil des salariés qui travaillaient sur les chantiers. Autrement dit, on leur dispensait des notions de sécurité sur le lieu sur lequel ils allaient travailler avant même qu'ils commencent à travailler. C'est une pratique, là aussi, nouvelle, qui n'existe pas forcément ailleurs. Donc, tout un tas de dispositions très concrètes que l'on a suivies mois le mois et qui ont donné au final des résultats, au point d'ailleurs que certaines entreprises qui étaient réticentes au début du processus, après coup, ont convenu que ces nouvelles méthodes étaient efficaces pour tout le monde, parce que il n'y a aucune entreprise qui se satisfait naturellement d'avoir un trop grand nombre d'accidents du travail, y compris lorsqu'ils sont mortels. Euh, donc, cette expérience-là a quand même fait bouger aussi les lignes et les esprits. Et j'espère d'ailleurs, nous espérons, que cette expérience de chantier, elle pourrait être dupliquée pour d'autres types de chantiers. Elle n'est pas forcément à réserver pour l'organisation de grands événements de ce type ou de cette ampleur, sachant que dont le rythme où la France organise les Jeux Olympiques, c'est une centaine d'années entre deux sessions. Donc, on peut, on peut quand même prétendre faire des progrès avant que la France ne réorganise d'autres Jeux Olympiques. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Bernard. Une question pour Cyril. Alors, la question prévue, c'était de voir comment les bonnes pratiques peuvent servir de modèle. Je crois que Dominique et Bernard ont déjà pas mal répondu, mais je vous laisse quand même la parole pour entendre votre point de vue. Mais c'est clair, justement, pour moi déjà, quelles sont voilà, les choses qu'on peut apprendre déjà de cette belle initiative. Oui, effectivement, je me limiterai à peut-être quelques remarques. D'abord, pour dire que cette expérience que Dominique et Bernard viennent de détailler, hein, avec des exemples extrêmement concrets, extrêmement précis, je crois qu'il montre bien comment est-ce que on peut aujourd'hui envisager l'organisation de grands événements comme les JO en intégrant des dimensions nouvelles. Je veux dire, depuis, on sait bien aujourd'hui qu'on ne peut plus organiser des événements de cette dimension comme on pouvait le faire il y a encore une vingtaine d'années, qu'il faut impérativement se saisir de cette opportunité pour répondre aussi à un certain nombre d'aspirations des populations. Et c'est bien le sens d'ailleurs de l'initiative qui a été lancée en 2015, hein, l'initiative des droits fondamentaux au travail dans le sport, qui vraiment replace la dimension humaine, la dimension sociale au cœur des enjeux de l'organisation de ce type d'événement, et ce qui a débouché d'ailleurs sur, je le cite parce que c'est important, sur l'ouverture en 2021 du Centre international pour le sport et les droits humains qui est à Genève. Je crois que vraiment les facteurs clés de succès de la charte et de l'expérience de la charte sociale de Paris 2024 et qui peuvent donc servir un petit peu de point de référence pour la suite, c'est vraiment cette volonté, je crois clairement exprimée par Bernard et Dominique, cette volonté dès le départ d'une forme d'exemplarité. Enfin, c'est-à-dire de vouloir vraiment associer la performance de l'événement à sa performance aussi économique et sociale. Et je crois que c'est très important pour expliquer la motivation des signataires de la charte. Il y a aussi dans cette expérience, je crois, quelque chose qui montre les vertus du dialogue social, de Global Deal, hein, c'est la capacité à anticiper les problèmes et à les régler au mieux entre des acteurs responsables. Il ne s'agit pas de dresser un village Potemkin en disant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il s'agit véritablement de se donner les moyens d'une délibération franche autour d'intérêts qui peuvent être divergents, mais de la volonté de les régler par le dialogue et par la négociation. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que seul le dialogue social peut véritablement apporter.
Un facteur clé de succès, je crois, de cette expérience, c'est aussi le suivi, et ça, Dominique et Bernard ont bien insisté là-dessus. Il ne s'agissait pas simplement de faire une pétition de principe, une charte pour l'exemple, il s'agissait véritablement d'assortir ces engagements d'un processus de suivi et d'évaluation des résultats très exigeants. Et donc ça, je crois que c'est un point fondamental pour la suite, si je puis dire. Et puis, il y a un point aussi très important, je crois, c'est le dialogue avec les pouvoirs publics, hein, qui est aussi très important et qui est essentiel dans cette organisation du tripartisme dans l'organisation des Jeux. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans cette phase à la fois où on commence à parler de l'héritage, on commence à parler du bilan des Jeux, et Dominique et Banard le savent bien, l'OIT est toujours là pour appuyer autant que nécessaire ce travail de bilan et d'héritage, et aussi pour faire valoir euh, pour les prochaines échéances et pour les prochaines organisations d'événements sportifs de dimension internationale qui viennent. On peut aussi parler d'ailleurs des Jeux d'hiver en France, hein, en 2030. Mais avant, il y aura aussi les Jeux d'hiver à Cortina, en Italie. Et il y a aussi un certain nombre. Il y a évidemment Los Angeles en 2028, euh, un événement effectivement très important. Et puis, il y a aussi toute une série d'événements sportifs de dimension plus régionale dans laquelle je crois cette expérience peut être une source d'inspiration et d'enseignement à tirer, en tout cas. Merci, merci beaucoup Cyril, très bien dit. On a maintenant un peu de temps pour les questions. Je vois qu'il y a par exemple Frédéric Léonzi qui a mis une considération intéressante, hein, plutôt qu'une question. Je ne sais pas si Frédéric, vous souhaitez prendre la parole pour nous dire un peu ce que vous aviez mis dans la chat, sinon je peux lire votre intervention. Je ne vois pas. Donc, peut-être je peux lire justement. Vous m'entendez? Oh, allez-y, Frédéric. Je vois que vous avez. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, ouais. Alors, en fait, oui, j'ai mis ce petit message, puisque, comme l'a évoqué d'ailleurs Bernard Thibault au début dans son intervention, effectivement, l'inspection du travail a eu un rôle non négligeable par rapport à la prévention des accidents du travail, comme ça a été indiqué. Et je tiens à souligner l'importance de l'organisation spécifique qui a été adoptée pour l'inspection du travail d'Île-de-France, comme je l'ai mis dans mon message, par la création d'une unité régionale spécifique dédiée au contrôle des grands chantiers. Donc il s'agissait de contrôler bien sûr les chantiers des JO et en plus aussi ceux des grands chantiers du Grand Paris. Donc ça c'est un autre dossier, mais il y avait donc une organisation spécifique pour les JO de Paris et pour vraiment faire en sorte de prévenir au maximum, au mieux, avec des agents dédiés à chaque chantier des JO, avait son agent en fait de contrôle, de même que aussi sur l'aspect lutte contre le travail illégal qui n'a pas été trop mentionné aujourd'hui, mais qui est un volet également important. Il y a une unité régionale de lutte contre le travail illégal à Paris, en Île-de-France. Donc les deux unités contrôlées en même temps les aspects santé au travail et lutte contre le travail illégal, qui sont souvent liés malheureusement. Et donc, du coup, cette organisation a vraiment contribué, avec celle adoptée bien sûr au niveau national et international, sur le terrain très concrètement, à ces bons résultats que nous avons là, même s'il y a peut-être encore trop d'accidents, toujours trop d'accidents, mais au moins il n'y a pas eu d'accidents mortels et il y a eu vraiment une diminution importante par rapport à ce qu'il aurait pu y avoir s'il n'y avait pas eu toute cette organisation et cette mobilisation sur le terrain. Merci Frédéric, merci d'avoir aussi repris la question du travail illégal et comment effectivement on a essayé de faire face, de lutter contre. On attend toujours des questions, hein, mais entre-temps, moi j'ai une question. Si je comprends bien, le comité continue de fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe ces jours-là? Dominique, Bernard, quelles sont les tâches qui restent à faire
maintenant par vous et donc le comité? Je ne sais pas qui veut répondre. J'ai deux éléments de réponse, hein. Ça a été évoqué précédemment, mais il y a la diffusion de cette méthode et la diffusion des enseignements de cette charte qui doit, selon nous, profiter d'abord aux Jeux olympiques d'hiver de 2030 en France, puisque sur notre lancée, ça serait dommage à poursuivre ces travaux. Ensuite, inspirer, sans que ça soit du copier-coller, hein, inspirer les organisateurs des prochains Jeux olympiques à Los Angeles et à Brisbane, puisque les Australiens nous ont contactés, sans que, encore une fois, ils prennent pour argent comptant nos 16 engagements à nous, mais en tout cas que ça permette d'affiner leurs propres orientations par rapport à d'où ils partent eux. Voilà, s'ils peuvent utiliser cet outil pour se dire on veut progresser sur le champ économique et social grâce aux Jeux olympiques, d'où partons-nous et quels sont nos propres objectifs. Et puis se dire parce que cette charte, elle est désormais dans le domaine public international. Donc il faut s'en saisir et il faut poursuivre ces travaux essentiellement, nous, à gérer en France l'héritage avec les pouvoirs publics, avec les organisations patronales et syndicales, et puis ensuite pouvoir inspirer le reste du monde avec notre charte. Merci, merci Dominique. Et une autre question, peut-être un peu naïve, hein, mais donc Frédéric, dans notre public, a évoqué par exemple les inspections du travail plus fréquentes qui ont été mises en place. Qu'est-ce qui nous empêche de garder cela en place ou de le mettre en place? Parce on parle des prochains jeux, mais Bernard ou vous, enfin tout le monde a dit, bah, il y a autre chose, il y a d'autres grands chantiers, par exemple, mais il y a aussi les chantiers qu'il y a enfin, tous les jours. Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est le fait que les Jeux ont donné plus d'envie d'agir ensemble parce que c'était un grand événement et on a un peu l'impression que ça va pas durer toujours et donc après ça va pas être facile de maintenir disons ces systèmes qu'on a mis en place pendant les Jeux? Oui, alors je veux bien dire un mot, Glenda, si vous voulez bien, à ce propos. Alors, pourquoi ne pas maintenir ce dispositif? Bon, c'est une question. Ça fait même partie des enjeux d'avenir, qui se heurte aussi, soyons là aussi transparents, qui se heurte aussi à une question de moyens, hein. Il faut aussi le reconnaître, s'agissant par exemple du corps des inspecteurs du travail, contradictoirement, en France, il y a une baisse drastique du volume d'agents disponibles pour les missions de suivi, de contrôle, aux grandes dames des organisations syndicales d'ailleurs. Il y a eu parallèlement des réformes concernant l'instance spécialisée qui existait dans nombre d'entreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui était une structure avec des représentants du personnel chargés par définition des questions liées à la sécurité. Tout ça a contribué malheureusement à affaiblir, je crois, la chaîne de sécurité. Donc cette expérience devrait amener les pouvoirs publics à peut-être changer de pied, je dirais, changer d'approche. Euh, mais c'est aussi une approche avec la direction de la SOIDEO, qui était l'organisme donc chargé de superviser l'ensemble des chantiers. On a eu 70 chantiers et les centaines d'entreprises qui ont travaillé sur ces chantiers. On a beaucoup misé sur la prévention, alors que je crois que c'était aussi un peu en rupture avec une approche consistant à se reposer un peu sur la fatalité, s'agissant des accidents du travail ou de l'accidentologie, notamment dans le bâtiment, considérant qu'il y a des activités plus à risque que d'autres et le bâtiment, par définition, faisant partie de ces activités à risque, on finit par s'accommoder au fait que régulièrement, il y a des accidents, voire des accidents mortels dans cette branche. Notre expérience montre qu'il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. On peut prendre des actions, mais qui renvoient à une question de moyens. Et des moyens qui ne sont pas d'ailleurs disproportionnés, parce que lorsqu'on regarde les moyens qu'a dédié la SOIDEO pour faire de la sécurité des priorités sur l'organisation des chantiers, bah, on s'aperçoit que les sommes investies ne sont pas considérables au regard du budget global du projet.
Par contre, les conséquences sociales, elles, on a du mal à quantifier, hein. Il est très difficile de chiffrer ce que coûte un accident grave ou un accident mortel sur le plan social, j'entends, pas sur le plan des indemnités qui ne sont de toute façon jamais à la hauteur du préjudice qui est subi. Donc c'est vrai que cette expérience, je l'espère, peut amener les pouvoirs publics à repenser des dispositions et certains employeurs aussi, hein, il faut le dire, à appréhender la question de la sécurité et des conditions de travail sur les chantiers. Merci, merci Bernard. Des chantiers, excusez-moi, Glenda, je voulais l'ajouter à votre question, ce que nous faisons en ce moment, des chantiers d'ailleurs qui vont reprendre sous une nouvelle forme, puisqu'il y a 3000 ouvriers à partir du mois de novembre qui vont reprendre de l'activité, puisqu'il s'agit de transformer maintenant certains bâtiments, notamment le village olympique qui a été conçu dès le départ pour être à terme en logement habitable par des familles et des locaux commerciaux, voire des bureaux de travail. Donc là, il y a de nouvelles équipes qui vont intervenir durant presque un an. Et donc, on va devoir naturellement suivre ces opérations avec le même sérieux qu'on a essayé de le faire dans la phase préparatoire au jeu. Et notre comité, d'ailleurs, va encore vivre durant l'année 2025. On veut aussi suivre en matière d'emploi ce que cela va produire dans la durée. On l'a un petit peu évoqué. Il y a eu les recrutements. On était en déficit de main-d'œuvre dans plusieurs filières pour organiser les Jeux. On avait d'ailleurs des craintes dans certains domaines. On manquait de personnel. Plusieurs opérations conjointes ont permis de faire face et de répondre présent dans des conditions satisfaisantes. Maintenant, il s'agit de vérifier, d'accompagner les personnes qui ont été recrutées temporairement à l'occasion des Jeux pour mesurer jusqu'à quel point ça aura été effectivement un tremplin beaucoup plus durable pour elles, leur permettant, nous l'espérons, d'ouvrir un avenir professionnel dans un secteur parfois qu'ils ont découvert à l'occasion des Jeux olympiques. Merci, merci beaucoup. Et on peut terminer peut-être avec une question que je pense je pourrais poser à Dominique. Donc, il y a quelqu'un qui demande donc à Anne-Marie de Vèvre qui demande comment vous avez pu assurer, disons, le suivi des engagements auprès des CSE, des COMEX, des entreprises. Donc, comment est-ce que les entreprises individuellement se sont effectivement engagées? J'imagine que vous avez évoqué ce tableau de bord. Donc, comment vous vous assuriez que toutes les différentes entreprises, par exemple les attributaires des marchés, mettaient en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs ou les dépasser, comme ça s'est avéré? Mais je peux peut-être vous faire part de l'expérience qui était la mienne dans mon organisation professionnelle, puisque moi, je représentais les 3 organisations d'employeurs, mais en tant que représentante du MEDEF. On avait des réunions toutes les 3 semaines. Le MEDEF, c'est une interprofession donc qui rassemble une centaine de branches professionnelles. Et on avait des réunions toutes les 3 semaines avec les représentants employeurs de ces branches professionnelles pour permettre de donner un maximum d'informations sur l'état des chantiers, les nouveaux marchés à venir, les conditions de déroulement des chantiers en cours. Et donc, on acclimatait en continu finalement les entreprises par l'Interpro pour leur donner un maximum d'informations. La plateforme Entreprise 2024, ça n'était pas uniquement une information sur les marchés disponibles, sur les appels d'offres qui étaient sortis, mais aussi sur le contexte d'exécution des chantiers auxquels elles allaient être confrontées. Ensuite, on a fait, ça c'est, je dirais, la partie routine. Donc, une information descendante toutes les 3 semaines auprès de nos fédérations professionnelles avec réponse à des questions qu'elles pouvaient se poser. Et puis ensuite, il y avait les questions plus individuelles, voire en gestion de crise. Quand on était saisi d'un problème sur un chantier ou d'une entreprise qui peut-être n'avait pas forcément compris tous ces enjeux et qu'il fallait vraiment les respecter, ben on a fait, entre guillemets, notre propre police. En tout cas, on a alerté nos ressortissants en disant attention,
si vous voulez vraiment que ce soit une réussite économique, il faut qu'on soit exemplaire. Et donc, s'il y a un souci, que ça soit avec un donneur d'ordre parce que le marché se passe pas bien, ou que ça soit sur les chantiers parce que le travail ne se passe pas bien, on avait ce rôle quelque part de médiateur pour, au-delà de l'information qu'on donnait en routine très régulièrement, rappeler le sens de nos engagements sur les deux fronts, économique et social, alerter les branches professionnelles quand on voyait qu'une entreprise n'allait pas, eh bien, on pouvait alerter la branche professionnelle qui ensuite, elle, dans sa propre branche, allait réexpliquer les choses. Donc, ça a été quand même un travail en 3 niveaux. La charte sociale qui fait son reporting, les organisations d'employeurs qui font ruisseler ça dans leurs branches professionnelles et les branches professionnelles qui font ruisseler ça dans leurs entreprises. Donc, on était quand même plus qu'avertis et plus qu'informés. Merci. Je vois Bernard veut dire quelque chose. Oui, parallèlement, ben, c'était un peu le même processus du côté des organisations syndicales, c'est-à-dire qu'il y a eu une large publicité de fait par les confédérations nationales auprès de leurs branches professionnelles et auprès de leurs sections d'entreprise. Et pour celles qui avaient des représentants du personnel présents dans leur entreprise, cette charte connue, et dès lors qu'elles étaient plus ou moins impliquées dans l'organisation des jeux, naturellement, il y avait un rôle d'alerte si les choses ne s'impliquaient pas conformément à la charte, et puis l'employeur pouvait être rappelé à l'ordre par des sections syndicales s'il s'avérait qu'il prenait des dispositions qui étaient contraires à l'esprit et à la lettre de la charte. Il y a eu par exemple quelques polémiques, ça et là, quant à savoir quelques velléités pour obtenir des dérogations à la durée du temps de travail au motif qu'il y avait les Jeux Olympiques. Bon, au bilan, ces dérogations ont été très limitées et certains employeurs qui pensaient au motif qu'il y avait ce grand événement organisé pensaient pouvoir utiliser leur main-d'œuvre, je dirais, en dehors des règles habituelles en matière de réglementation du temps de travail. Ces polémiques-là ont existé, mais elles ont été très largement contenues. Donc on voit que la charte a aussi fait son œuvre et que, exception de certains cas qui pouvaient éventuellement se justifier, il n'y a pas eu de déréglementation généralisée à l'occasion des Jeux Olympiques, ce qui aurait pu être une hypothèse. En tout cas, aux yeux de certains, ça aurait pu être un projet. Donc c'est vrai que ce rôle d'articulation entre le national et le local était important pour assurer un va-et-vient des informations à la fois montantes, mais aussi descendantes. Merci, merci Bernard. Je pense qu'on a un peu dépassé l'heure, pas trop. Donc, on vient à la clôture et aux conclusions. Alors, je pense qu'un résumé n'est pas nécessaire, mais ce que je retiens de ça, c'est vraiment que la charte sociale a été une vraie, enfin, est une initiative pour moi très inspirante, hein. On dit inspiring en anglais. Je trouve vraiment, je suis très impressionnée je l'étais déjà, mais encore plus après cette discussion. Donc vraiment, félicitations à la France et à vous qui vous avez été les protagonistes de cette initiative. J'espère vraiment que ça va servir aussi de modèle pour le futur, soit pour continuer les initiatives, comme on l'a évoqué, qui ont été fructueuses, mais aussi pour les prochains grands événements dans lesquels on pourrait s'inspirer à l'expérience de la France. Nous, du côté du Global Deal, comme je disais, on a déjà porté la charte sociale comme un des exemples de bonnes pratiques dans notre rapport qui sortira le 25 novembre. Donc, on a fait notre petit travail, même si je sais que tout le monde connaît déjà l'initiative, parce que c'est certainement ceux qui organisent les Jeux de Los Angeles et les Jeux à venir, mais c'est bien de continuer à en parler. Donc, je remercie vivement tous les intervenants, les participants qui ont passé une heure avec nous. Je vous invite aussi à vous inscrire aux autres webinaires de la série. Donc, le prochain se tiendra le 6 novembre. Donc, on espère vous revoir dans d'autres séminaires. Et merci beaucoup à nouveau et bonne fin de journée à tout le monde. Merci.